Tanama est un mot taïno qui signifie papillon. Symboliquement, il nous renvoie à un monde naturel, à la Guadeloupe, sa forme, et également à des symboliques spirituels. Dans certaines cultures, l'âme, l'esprit, la transformation, le changement. Au cours des 56 minutes qui nous sont offertes, nous aborderons des problématiques à l'intersection du sociétal et du sanitaire, du culturel et du coutumier, du bien-être et du soin, du traditionnel et du médical. Nous porterons un regard sur les sociétés guadeloupéennes, non seulement en affectant notre réflexion aux problématiques qui nous concernent, mais également par une approche globale. Des rubriques récurrentes où nous déclinerons des thématiques diverses, mot pour mot, santé, sexualité, bien manger, médecine feuille et bien d'autres. Cette émission souhaiterait insuffler une énergie de transformation, de changement à travers les réflexions que nous porterons ensemble sur des problématiques de santé imbriquées aux fondements structurels de nos sociétés et de nos cultures diverses. Nous espérons provoquer la transformation avec positivité en apportant informations, conseils, solutions en gants, parce que l'éveil à nous-mêmes est le premier pas vers un mieux-être et un meilleur vivre ensemble. Cette émission est tout public. Elle vous est proposée par Amalgame Humanis, une association caritative, originellement et depuis plus de 30 ans, en faveur de l'enfance défavorisée des publics dits empêchés et de lutte contre les discriminations et la violence, notamment LGBTQI-phobes et intrafamiliales. Amalgame Humanis porte 2 lignes d'écoute, la ligne Voix arc-en-ciel à destination des personnes LGBT et la ligne Prévention suicide. Ce soir, nous allons parler d'Octobre Rose et de l'endométriose avec nos 2 invités. Nous avons Karina Guillaume, présidente de l'association Amazon. Bonsoir Karina. Bonsoir Stéphanie. Et nous avons Élodie Nestor, de l'association Liquide Chocolat pour l'endométriose. Bonsoir Élodie. Bonsoir. Bienvenue. Alors, ce soir, nous parlerons cancer du sein, donc tous les cancers au féminin qui touchent à l'intime, et nous parlerons également de l'endométriose. 2 pathologies dont qu'il nous faut rappeler au bon souvenir de nos populations, des femmes d'abord pour le dépistage du cancer, mais également de la population générale. Une semaine de sensibilisation est consacrée à l'endométriose en février, je crois, c'est ça ? Au mois de mars. Au mois de mars, où nous parlerons de jaune aujourd'hui pour Liquide Chocolat. Et en octobre, on porte le ruban rose pour inviter les femmes à se sonder et à mieux s'écouter. Donc, d'un côté, la maladie est insidieuse et silencieuse pendant un temps, tout au moins. De l'autre, elle est déchirante d'emblée, mais longtemps silenciée. Nous sommes donc en octobre et nous parlerons des maladies qui affectent l'intime des femmes. Donc ce soir, nous accueillons Liquide Chocolat et Amazon. Nous allons présenter d'abord vos associations, donc Amazon Guadeloupe. Donc Karina, est-ce qu'on peut connaître un peu l'histoire d'Amazon, votre structure, pourquoi vous avez commencé cette association et quel est en fait votre objectif en fait avec Amazon Guadeloupe? Alors Amazon Guadeloupe, je dirais plutôt que c'est une genèse. Alors Amazon a débuté en Martinique. Alors c'est vraiment en fait, c'est vraiment des femmes qui ont voulu parler à d'autres femmes, des femmes patientes, des femmes qui ont subi un cancer, ainsi que leur entourage qui ont voulu vraiment porter la voix, mais surtout la personne même qui a mis en place Amazon en Martinique et le réseau Amazon, la fondatrice, c'est Alexandra Arnay. Donc nous avons décidé, alors c'est d'abord en fait ça a été d'abord de mon histoire. J'ai pu rencontrer en fait 2 personnes magnifiques lorsque j'étais à Paris, qui m'ont parlé en fait d'Amazon. Moi en fait j'étais en parcours de soins, je suis rentrée en Guadeloupe et après l'aventure en fait a débuté. Donc on a d'abord commencé en fait en collectif. On a commencé Amazon Guadeloupe et ensuite on a décidé de créer l'association en juillet 2019. Alors pourquoi Amazon? Amazon, des guerrières, des femmes combatives, c'est ce que nous sommes quand on vit cette maladie qui est le cancer. Une maladie qui nous prend vraiment dans la chair et dans l'âme. Et pour nous, il était très important de pouvoir avoir cette institution en Guadeloupe et de pouvoir aider d'autres femmes telles que nous qui vivons la maladie sur le territoire, je dirais même sur l'archipel guadeloupéen. Parce que nous œuvrons vraiment sur tout l'archipel guadeloupéen. Est-ce que toutes les membres, vous
Vous êtes principalement des femmes, je pense, je ne sais pas s'il y a des hommes. Oui, principalement en fait des femmes. Hein. On a quand même à cœur de voir je dirais les compagnons être plus présents à nos côtés. Il y en a quelques-uns quand même hein, qui sont présents, mais en tout cas c'est majoritairement des femmes. Majoritairement des femmes. D'accord, des femmes et principalement des personnes qui sont en parcours de soins également ou... Alors nous avons des patientes, mais aussi des non-patients. Par exemple, dans le bureau, vous avez des non-patients, mais en majorité, en fait, vous allez retrouver, de toute façon, on est une association de patientes. D'accord, intéressant. Alors, Élodie Nestor, Liquide Chocolat. Alors, Liquide Chocolat, c'est une association qui a été créée officiellement au mois de mai 2018 avec la volonté, en fait, de créer quelque chose pour accompagner les femmes et leur entourage qui vivent avec la maladie, l'endométriose. Alors, c'est parti d'une part d'un groupe d'amis, clairement, un groupe d'amis professionnels de santé pour la plupart. On avait eu un projet en commun, c'était d'accompagner une femme à réaliser un marathon. Donc, c'est parti de là. Et puis finalement, on s'est rendu compte très vite que il y avait une cohésion dans le groupe, que nous étions tous motivés et qu'il y avait beaucoup de choses à faire pour l'endométriose. Moi, étant concernée par la maladie, de mon parcours, j'ai vite compris qu'il y avait des choses à mettre en place, qu'il y avait vraiment un besoin. Et c'était comme une évidence en fait, puisque j'ai toqué à des portes, j'ai cherché des solutions pour mieux vivre avec la maladie. Et j'ai trouvé des réponses, puisque maintenant j'ai une vie équilibrée, entre guillemets, hein, avec la maladie et mon quotidien. Et finalement, je me suis dit, ce serait bien de pouvoir accompagner d'autres femmes, leur faire entendre qu'il y a des possibilités et surtout accompagner aussi les professionnels pour qu'ils puissent mieux accompagner ces femmes. Donc voilà, Liquide Chocolat, c'est un peu de tout ça. Et puis au final, aujourd'hui, nous mettons à disposition des supports pour les femmes pour mieux les accompagner, mais on crée aussi des ateliers, enfin beaucoup de choses dont je vous parlerai au fil de l'émission. Et donc voilà. Et pourquoi Liquide Chocolat? Parce que c'est une question qui revient souvent. Le nom Liquide Chocolat a été choisi parce que c'est le nom qu'on utilise pour parler de la maladie dans le jargon médical, de par la texture et l'apparence des adhérences d'endométriose dans le corps. Donc voilà. C'est-à-dire que les adhérences, elles ressemblent à du chocolat. Exactement. Alors, certes, quand on le dit comme ça peut choquer, mais c'est une façon détournée de parler de la maladie sans dire le mot qui fâche. Parce qu'endométriose, tout de suite, on se braque en fait. Même les femmes qui sont atteintes de cette maladie, quand elles entendent le mot, c'est un mot qui fait peur, qui n'est pas très joli à entendre clairement. Et Liquide Chocolat, en fait, c'est une façon détournée de parler de la maladie. Voilà, c'est vraiment l'adhérence de l'endométriose qui a cette texture à un certain stade de la maladie. Donc, voilà. Donc, venons maintenant sur la question de la prévalence des pathologies, de ces pathologies en Guadeloupe. Donc, au niveau des cancers au féminin, puisqu'on va parler principalement du cancer du sein, mais on a aussi le cancer de l'utérus, des ovaires. Donc, est-ce qu'on a quelques chiffres? Est-ce qu'on peut savoir, est-ce que c'est quelque chose qui va en se développant ou... Alors, en termes de chiffres, je dirais, dans tout cancer confondu, je parlais vraiment de tout type de cancer, on a 1500 cas par an. Concernant le cancer du sein, il faut compter à peu près 300 cas par an, c'est énorme. Et pour les autres types de cancers, alors pour le cancer de l'utérus, c'est à peu près un peu moins d'une centaine en fait de cas par an et un peu moins encore pour les ovaires. Pourquoi? Parce que c'est aussi un cancer, le cancer des ovaires, il est très 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 difficile en fait à détecter et la plupart du temps quand il est détecté, il est le plus souvent trop tard ou en tout cas le cancer il est déjà bien avancé.
D'accord. Est-ce qu'on a des chiffres aussi qui concernent la classe d'âge des personnes, des femmes qui sont concernées par ces cancers? Alors moi, je reviendrai sur cet aspect où souvent qui est dit dans la plupart en fait des supports de communication ou même en termes de prévention où souvent on vous dit que c'est à partir d'une cinquantaine d'années. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, vous avez des jeunes femmes à partir de 20 ans, 25 ans qui commencent déjà à contracter en fait un cancer du sein, surtout si c'est un cancer qui est déjà, surtout si c'est un cancer génétique, donc où dans la famille vous avez déjà en fait la maman, la grand-mère qui est déjà en fait affectée par ce type de cancer. Et malheureusement, la problématique de la génétique n'est pas suffisamment mise en avant sur notre territoire. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Et c'est le point de vue d'ailleurs de d'autres personnes qui m'appellent et qui m'expliquent. Par exemple, j'ai eu beaucoup de jeunes, par exemple l'année dernière, lors de notre campagne, qui m'ont posé la question, oui, mais écoutez, voilà, j'ai ma mère, alors qu'est-ce qu'on vous a dit? Ah ben non, on m'a jamais dit en fait qu'il fallait que je puisse me faire suivre ou me faire accompagner par la suite. Et en fait, les gens sont pas au courant. Et aussi, il y a cette problématique avec la génétique, où par exemple en métropole, la génétique, systématiquement, quand vous dites que vous avez par exemple votre mère ou une grand-mère qui a en fait contracté la maladie, tout de suite en fait on va vous faire en fait un test génétique, tandis qu'ici en Guadeloupe c'est uniquement à la demande. Et c'est uniquement à la demande. Donc du coup, bon, j'ai eu un peu quand même un peu de soucis avec ça. Et je trouve ça un petit peu dommage. Je pense que ça aurait dû être systématique, comme c'est d'où on voit quand même les inégalités, en tout cas sur notre territoire. Il me semble qu'on pose la question systématiquement des antécédents familiaux. Donc ça devrait a priori entraîner en fait. Ça devrait, mais ça ne se passe pas comme ça. Et justement, bon, j'aurais vraiment aimé qu'en tout cas que sur notre territoire, que ça soit pris en charge différemment. En tout cas pour cette partie-là, en tout cas. Donc effectivement, il faudrait travailler à sensibiliser les médecins, les laboratoires, en tout cas parce qu'un patient n'est pas supposé savoir ce qu'il doit demander, hein, à moins qu'on ait un parent médecin, mais enfin, on ne peut pas savoir si on doit demander tel ou tel test. Donc effectivement, c'est assez problématique. Est-ce que ces jeunes femmes, donc pour le cancer du sein, on a des cas quand même assez précoces? Oui, tout à fait. Et pour les autres cancers aussi, est-ce que c'est de plus en plus précoce C'est de plus en plus précoce. Bon, après, maintenant, on parle aussi de prévalence en fait sur notre territoire par rapport, bon, entre guillemets en fait aux pesticides, mais je dirais plutôt que c'est multifactoriel, hein. Donc le cancer en fait on va parler en fait on va parler de nutrition, on va parler de tabac, on va parler de enfin c'est vraiment multifactoriel, donc excusez-moi. Donc c'est vraiment en fait multifactoriel et donc je mets en avant aussi là cet aspect où vous verrez que j'oublie certaines choses, donc ça fait partie des troubles cognitifs, n'est-ce pas? Donc je le mets toujours en avant maintenant et c'est vrai que non, c'est important aujourd'hui de pouvoir je perds mes mots, vous voyez. Oui, c'est important aujourd'hui de pouvoir peut-être sensibiliser plus tôt, je ne sais pas, peut-être qu'il faudrait une éducation aussi sur notre rapport à notre corps, la palpation, toutes ces choses-là qu'on devrait apprendre peut-être assez tôt. Alors sur la partie, alors nous en fait on fait beaucoup de sensibilisation en fait au niveau des lycées et de plus en plus. On est même, il y a beaucoup d'ailleurs carrément hein, de jeunes lycéens en fait qui nous appellent. Depuis, on a commencé dès 2019 en fait on a commencé. Cette année encore on a fait une sensibilisation au lycée de Basse-Terre. Au lycée Rivière des Pères, qui a eu un franc succès. Il y a eu beaucoup de jeunes à l'écoute, très étonnés toujours de voir en fait tous ces jeunes qui sont. On sent vraiment qu'il y a vraiment en fait une émergence de la jeunesse par rapport à cette maladie. Même là, on a été sollicité pour le grand oral. Par exemple, sur cette problématique de santé. Et là, j'ai été bluffée de toutes ces questions qui ont émergé, de toutes ces... Là, on se dit, OK, maintenant, il y a une conscientisation et maintenant, la jeunesse, OK, elle se sent concernée et d'ailleurs, elle l'est complètement. J'ai pu accompagner encore il n'y a pas longtemps une jeune fille de 17 ans que j'avais déjà eue lors d'une sensibilisation qu'on avait fait au lycée de Petit-Bourg. Et effectivement, où elle avait déjà en fait elle disait en fait qu'elle avait en fait des grosseurs en fait déjà au niveau du sein. Donc je lui ai indiqué qu'il serait mieux en tout cas de
vaut mieux savoir, en tout cas. Il vaut mieux savoir et prendre les choses en amont que de se retrouver comme ça après du jour au lendemain avec une problématique de santé. Et finalement, cette année, j'ai pu l'accompagner et Dieu merci, ce n'était qu'une tumeur bénigne, mais en tout cas qui est à surveiller. Oui, voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment positif qu'elle ait rencontré Amazon parce que 17 ans, c'est extrêmement jeune. C'est extrêmement jeune, mais vous avez déjà en fait des cas en tout cas à partir de 17 ans de personnes qui contractent déjà un cancer du sein. Alors souvent c'est génétique, mais il y a déjà en fait de jeunes personnes. Donc c'est pour ça que nous en fait on sensibilise beaucoup, oui, à l'autopalpation systématiquement dans les lycées ou même ailleurs, quel qu'on soit sur nos actions quotidiennes. On n'hésite pas à interpeller le public et la population, par rapport à la pratique en fait de l'autopalpation régulière. On vous dit souvent une fois par mois, nous on vous dit carrément, si vous pouvez le faire tous les jours sous la douche, ça prend juste quelques secondes pour pouvoir au contraire savoir. Et aussi on le dit aussi aux maris, parce qu'il y a beaucoup de maris, finalement sont eux qui ont découvert la tumeur de leurs épouses, et donc justement on sensibilise en tout cas à tout cela. Mon mari, effectivement, la palpation, c'est possible aussi oui. Dans ce sens-là, en tout cas, dans l'intimité, non mais c'est important aussi pour le coup d'être à l'écoute l'un de l'autre dans le couple. Donc parlons de l'endométriose maintenant. Alors, le cancer arrive souvent de manière silencieuse, pas l'endométriose. C'est ça. Enfin, ça dépend des cas, parce qu'il y a quand même quelques femmes qui ont une endométriose sans douleur. Donc, c'est aussi difficile de poser un diagnostic. Après, pour ce qui est des chiffres, nous avons des chiffres qui datent de plus de 30 ans, qui répètent un peu la même chose, soit 1 à 2 femmes sur 10 seraient concernées par l'endométriose. C'est déjà beaucoup sur 10. Mais après, c'est vrai qu'en réalité, on se rend compte qu'il y a énormément de femmes qui en parlent, qui parlent des symptômes, en tout cas de l'endométriose. Reste à savoir si c'est parce que maintenant, des campagnes de sensibilisation sont de plus en plus fréquentes sur la maladie. Donc, voilà. Ou est-ce que c'est vraiment une maladie qui est de plus en plus significative chez les femmes? Après, en Guadeloupe, on a quelques chiffres qui sont tout de même anciens, mais ce sont quand même des chiffres. Il y a une étude qui avait été menée entre 2008 et 2012 en milieu hospitalier qui avait quand même montré 70 000 femmes atteintes d'endométriose en Guadeloupe sur cette période-là. Donc maintenant, ça fait déjà plus de 10 ans, donc à voir. Malheureusement, on ne peut pas, on ne peut pas évaluer parce qu'on part de chiffres en milieu hospitalier uniquement. Ça veut dire que toutes les femmes qui n'ont pas été diagnostiquées, on ne peut pas les comptabiliser, et toutes celles qui sont suivies par un gynéco de ville ou leur médecin traitant non plus ne font pas partie de cette étude. Donc, voilà. Et il n'y a pas d'études de santé publique régulière non plus au moment sur l'endométriose. De santé publique, non. Là, actuellement, on a une étude qui est réalisée en Guadeloupe. D'ailleurs, c'est important de le dire parce qu'elle cherche encore des participantes. C'est une étude qui est réalisée au CHU par le docteur Ayane et qui concerne l'impact du microbiome sur l'endométriose. Donc voilà, on n'a pas de chiffres, mais c'est quand même une petite étude qui nous permettrait d'avoir quelques résultats sur ces données-là, et ça peut être très intéressant aussi de connaître les facteurs, les causes de cette maladie. Alors, est-ce qu'on peut rappeler, donc on a une petite illustration qui est apparue à l'écran, qu'on va ramener à l'écran. Et est-ce qu'on peut commenter justement cette image, parce qu'elle explique un peu ce que c'est que l'endométriose? Elle est très claire. C'est une image que j'aime beaucoup utiliser lors des manifestations parce que finalement, elle met en avant 2 choses. L'endométriose n'est pas qu'une maladie de l'utérus, puisqu'on voit sur l'image qu'elle se trouve un peu partout dans le corps. Voilà. Donc en fait, l'endométriose, c'est quoi? C'est une maladie qui est dégénérative de façon complètement anarchique.
c'est-à-dire que toutes les endométrioses sont différentes. Et là, sur cette image, on voit les différents stades des adhérences d'endométriose. Donc, on voit bien l'utérus tout en bas. Et les petites taches blanches que l'on voit, ce sont des adhérences au stade 3 de la maladie. Ça veut dire qu'en fait, l'endométriose... Je suis obligée de partir du début, mais clairement, l'endométriose, c'est quoi? Normalement, quand une femme a ses règles, le sang et l'endomètre va s'épaissir et j'utilise des mots vraiment pour que tout le monde comprenne. L'endomètre va s'épaissir et ensuite il se désagrège. C'est-à-dire que l'endomètre, si on rappelle bien, c'est la paroi interne de l'utérus. Donc voilà. Pour accueillir le bébé. Pour accueillir le bébé. Ouais. Sauf que quand il n'y a pas de nidation, cet endomètre va se désintégrer et la femme va évacuer l'endomètre et c'est ce qu'on appelle les règles. Au niveau de l'endométriose, on ne sait pas pourquoi des cellules similaires à l'endomètre, donc je ne dis pas que ce sont ces cellules qui vont se retrouver un peu partout, mais ce sont des cellules similaires. Donc il y a une théorie qui dirait que ces cellules vont remonter par les trompes et se propager un peu partout, mais en même temps, ça laisse quand même à se questionner parce qu'il y a des endométrioses qui sont quand même pulmonaires et là, il y a quand même un parcours particulier pour les cellules. Donc là, c'est toujours en question. Mais c'est vrai que sur ce schéma, on retrouve bien les 3 phases. Donc la première phase, c'est la phase inflammatoire. Donc tout ce qu'on voit de rouge tout autour on ne voit pas très bien, mais autour de l'utérus. Donc ce sont des petites taches rouges, c'est la première phase. Ensuite, on a la phase 2. Ce sont des taches qui ressemblent à du liquide chocolat. Donc les taches marron. Et au fur et à mesure, ces lésions vont adhérer en fait aux organes et vont devenir des lésions fibreuses, donc qui ressemblent vraiment ça ressemble à de la toile d'araignée. Souvent les femmes parlent de ça, de cette sensation d'avoir une toile d'araignée dans le ventre, une araignée dans le ventre, parce que vraiment tous les organes vont se coller entre eux à cause de ces lésions. Donc ce sont les petites taches blanches que l'on voit un peu partout et qui vont se retrouver dans les intestins, sur le foie, sur le cœur, dans les poumons, vraiment partout. Donc en fonction du stade de la maladie. Ils vont amener de la douleur. De la douleur, mais pas que. Par exemple, une endométriose digestive va apporter tous les inconvénients digestifs. Une femme qui a des lésions d'endométriose digestive peut se retrouver, par exemple, en situation de crise. Maintenant, je le dis plus facilement, mais jusqu'ici, jusqu'à 2 ans, c'était encore tabou. Elle peut se retrouver à aller à la selle plus d'une dizaine de fois par jour. Ça peut aller jusqu'à 20 fois, 30 fois. C'est vraiment des troubles dont on ne parle pas et qui pourtant sont propres à l'endométriose. On parlait souvent de douleurs pendant les règles. Il faut savoir que ces douleurs, elles ne sont pas que pendant les règles, puisque ces cellules vivent en fait. Elles continuent à vivre, elles sont activées entre guillemets pendant les cycles, donc elles sont encore plus fortes pendant les règles, mais entre les cycles, les douleurs persistent et les troubles qui vont avec. Voilà. Alors, à quel moment est-ce qu'on parle d'endométriose? À quel moment est-ce qu'on peut se dire, si on voit quelques symptômes, on a des règles douloureuses, ou on a peut-être, à quel moment on peut se dire, tiens, peut-être que c'est ça. Donc, je dirais, il y a beaucoup de maladies gynécologiques qui se ressemblent. Et la douleur revient dans d'autres maladies. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas se poser un diagnostic à soi-même. Mais là où on peut se poser la question de l'endométriose, c'est quand on a une douleur qui est invalidante. Avoir ces règles, c'est pas censé empêcher de travailler, empêcher de se lever, de parler, de réfléchir. Enfin voilà, quand les douleurs sont invalidantes au point que on ne peut plus rien faire alors qu'on a pris des traitements, c'est pas possible, c'est pas normal en fait. Il faut vraiment chercher à savoir pourquoi on souffre. Et après, le diagnostic ne se pose pas comme ça. C'est vrai qu'il y a toute une symptomatologie. Le médecin va questionner sur les autres troubles, la fréquence,
certes des douleurs, mais aussi tous les autres troubles. Donc j'ai parlé déjà des troubles digestifs, mais il y a aussi les troubles urinaires. On a des cas, par exemple, de femmes dans notre association qui ont des endométrioses pulmonaires, et donc là, ça se manifeste par des pneumonies. Enfin voilà, tous ces symptômes en fait sont à explorer, et là, à partir d'une certaine liste, le médecin pourra prescrire des examens complémentaires tels que l'IRM par exemple pour poser le diagnostic. D'accord. Et qu'est-ce que la dyspareunie? Alors la dyspareunie, c'est la douleur que va ressentir la femme durant les rapports sexuels. Donc c'est aussi un symptôme de l'endométriose. D'accord. Donc ça peut être aussi un symptôme qui peut nous mettre la puce à l'oreille. Complètement. Il y a des femmes qui n'osent pas aussi parler de ce symptôme-là. C'est-à-dire qu'il y a des symptômes. La douleur, on en parle comme si c'était normal, entre guillemets. Tout le monde a... Il faut dire que la douleur, c'est subjectif. Donc tout le monde souffre. Quand on se blesse, on a mal. Donc c'est plus facile de parler de la douleur. Et encore, ça reste tabou quand ça devient invalidant. Donc les femmes cachent leur douleur, mais alors les douleurs lors des rapports sexuels, c'est complètement tabou. On le voit. Et puis il y a des femmes qui culpabilisent parce qu'elles ne savent pas qu'elles ont l'endométriose. Donc elles essayent de continuer. Et en fin de compte, c'est quand c'est plus possible, quand vraiment dans le couple, il n'y a pas... Parce que souvent, on a des femmes qui ont de l'endométriose et qui, à cause des douleurs liées au rapport sexuel, des dyspareunies, vont développer des vaginismes. Ça arrive aussi. Parce que... Donc, le vaginisme, on rappelle que c'est l'impossibilité d'être pénétré. Exactement. Pendant un rapport. C'est ça. Donc ça peut aller jusque-là. Et c'est vrai que au sein de Liquide Chocolat, on a pu mettre en place des ateliers d'accompagnement, notamment sur la sexothérapie, parce que c'est très important. On en parle beaucoup moins que les autres symptômes, mais les dyspareunies sont vraiment peuvent être très invalidantes pour les femmes, parce que ça questionne toute la partie toute la question féminine en fait. Finalement, c'est notre organe féminin. C'est est-ce que je ne suis pas capable parce que j'ai la maladie? Il y a vraiment beaucoup de questions. Et puis il y a aussi les dyspareunies sont liées souvent aux lésions physiques, mais elles peuvent être liées aussi à tout ce qui est autour en fait. L'impact des traitements sur le corps, l'impact de la maladie sur le psychisme, enfin voilà. Donc là, on touche justement aux conséquences en fait de ces pathologies sur l'intimité. Donc on va revenir sur le cancer du sein justement. Quelles sont les conséquences en fait d'un cancer sur l'intimité des femmes? Alors les conséquences du cancer du sein. Donc concernant en fait l'intimité, alors déjà souvent malheureusement dans cette maladie, les hommes partent, ils s'en vont. On a beaucoup de cas de divorce malheureusement. Concernant tout ce qui va être la sexualité, parfois je dirais qu'elle s'altère. On réapprend à se connaître, on réapprend à se découvrir avec les heurts de la maladie. Subir en fait une amputation d'un sein, c'est aussi une amputation en fait pour certaines femmes, une amputation d'elles-mêmes. Il faut pouvoir après se réapproprier en fait ce corps et pouvoir ensuite le livrer à l'autre. Et ce n'est pas facile. Il faut aussi que le regard aussi que l'on porte en fait sur soi soit un regard aguerri, parce que souvent en fait on se dit voilà, j'ai été mutilée, j'ai été et c'est un mot que les c'est un mot médecins emploient aussi. Oui, la mutilation. Oui, ça n'arrange pas les choses non plus. Donc de toute façon, comme je dis toujours, la parole elle est créatrice, donc à entendre l'autre le dire, donc finalement on ancre ça, le corps aussi s'imprime en fait de tous ces mots, et pouvoir après, à l'acceptation de ce corps, pouvoir faire l'autre en fait accepter ce corps.
et pouvoir lui dire ok, je n'ai pas changé, je ne dépends pas d'un sein. Je ne reste pas, je reste femme. Ce n'est pas ce sein qui fait de moi une autre personne. La maladie va faire de moi une autre personne. Parce que je vais évoluer dans ma façon de voir la vie, dans ma façon de voir les choses. Des choses vont prendre au moins certains événements ou vont avoir moins d'importance, je dirais. Après, dans ces traitements, dans tous les traitements, donc vous avez la chimiothérapie qui vous cause des bouffées de chaleur. Donc tout ça, des problèmes. Donc vous pouvez avoir aussi des problèmes d'humeur. Donc tout ça aussi va impacter aussi sur votre intimité, sur ce que vous vivez en fait à l'autre ou même avec vous-même en fait tout simplement. Parce que vous ne vous comprenez pas vous-même, vous ne savez pas vous-même en fait ce qui se passe à l'intérieur de vous. Alors a fortiori celui qui est en face. Il peut y avoir aussi alors souvent beaucoup de femmes en fait vous relatent avec par la suite donc la chimiothérapie, donc vous avez ensuite la radiothérapie qui altère encore le corps, voilà, ça peut être des brûlures, donc pour certaines personnes, d'autres non. Il faut pouvoir laisser l'autre pouvoir toucher à ce corps, et ça encore pareil, je parle toujours d'appropriation, et tant qu'on ne sait pas approprier soi-même son corps, l'autre ne peut pas en fait, lui en tout cas, pas se l'approprier, mais en tout cas vous aider, en tout cas à vous reconstruire. Parce que s'approprier son corps, c'est aussi l'aimer, parce que laisser l'autre aimer son corps, c'est déjà l'aimer d'abord. Oui, c'est ça, c'est le regard que vous allez porter sur vous-même, c'est ce regard que vous avez porté sur vous-même et cet amour que vous allez porter sur vous. Il faut, oui, c'est important en fait de pouvoir s'aimer, mais surtout s'accepter. Et s'accepter, ça passe par... Enfin, pour moi, c'est les deux, en tout cas. C'est un lien, en fait, tout simplement. Et avec l'hormonothérapie, donc vous avez après, à la fin de tous ces traitements, vous avez une hormonothérapie qui va de 5 à 10 ans, selon, en fait, selon le cancer du sein, en fait, parce qu'il y a plusieurs types, en fait, de cancer du sein. Tout simplement, vous avez... vous retrouvez des bouffées de chaleur, vous retrouvez à nouveau une sécheresse vaginale, donc des difficultés au rapport à la pénétration, des rapports sexuels. Donc, comment le faire comprendre en fait à l'autre, hein, comment lui faire accepter tout ça. Et il faut pouvoir par la suite se faire accompagner pour cela. Donc à ce moment-là, c'est vrai que nous, le plus souvent, on met en place, on fait un petit peu pareil en fait que Liquide Chocolat. Donc on met en place aussi des ateliers. On en parlera plus tard, mais en tout cas des ateliers en fait en sexo et même des ateliers aussi en expression en fait corporelle qui vont aider le couple, mais qui vont aussi aider en fait l'Amazone à pouvoir en fait accepter ce corps et pouvoir le livrer. Alors j'aime beaucoup le terme Amazone parce qu'il faut rappeler que les Amazones, selon la mythologie, s'amputaient d'un sein. C'était des guerrières, oui, paraît-il, pour tirer à l'arc. En fait, tirer à l'arc, oui, tout donc, à fait. Symboliquement, oui, c'est... Symboliquement, oui, ça représente la guerrière, ça représente la femme battante, hein. La femme, on dit potomitan chez nous, j'aime pas trop ce mot, d'ailleurs. mais en tout cas, ça représente la femme forte et la femme forme d'Ubud, hein, en forme d'Ubud. Une personne qui est là et qui face à l'adversité, a ce pouvoir aussi de pouvoir s'adapter, tout simplement. Voilà, exactement, parce que les Amazones, justement, qui s'amputaient d'un sein, qui vivaient sans homme, a priori. Oui, mais qui défendaient le roi. Voilà, elles défendaient. Voilà, elle vivait sans homme, mais elle défendait, en fait, en tout cas, si on prend l'exemple, en fait, des Amazones de Dahomey, qui sont pour moi, en fait, c'est un beau repère, et qui, du coup, en fait, elles étaient là, en fait, pour protéger le roi, donc c'est assez contradictoire. En tout cas, oui, donc on voit que c'est une intimité qui est quand même beaucoup touchée, je suppose même déjà dans le rapport à soi-même, le rapport à l'autre, comme on vient de le dire. Peut-être même retrouver, parce que je crois que ça affecte évidemment les cycles. Est-ce qu'on retrouve un cycle hormonal normal après?
Tout dépend de, bon, je suppose, des soins oui, qui tout ont va été... dépendre en fait des molécules de chimiothérapie. Donc, par exemple, vous avez des femmes qui vont carrément, souvent la chimiothérapie, en tout cas, même quel qu'en soit dans le cadre d'un cancer gynécologique, malheureusement, en fait, on va avoir en fait systématiquement une perte de règles. Les règles en fait donc on va avoir en fait une ménopause artificielle systématiquement qui va s'installer et qui va durer la plupart du temps durant tout le parcours de soins. Alors pour certaines femmes, ça peut revenir en fait 1 an après, voire 2 ans après. Pour certaines, ça ne revient pas du tout. Tout va dépendre en fait de l'âge. Et donc il peut y avoir du coup après une ménopause précoce après qui va s'installer pour d'autres. Mais souvent en fait on a souvent ce problème en fait hormonal et comme je disais tout à l'heure, bouffée de chaleur, changement d'humeur, on va avoir tout ce qui va avec, prise de poids, mais vraiment en fait tout ce qui est avec en général les problèmes en fait hormonaux qu'on pourrait retrouver sur d'autres pathologies ou justement sur des prises en fait de médicaments en fait classiques. Et avec en tout cas l'hormonothérapie, souvent ça peut arriver aussi et ça arrive le plus souvent d'être en ménopause artificielle, donc pendant 5 ans. Donc après, il y a certaines femmes, ça les arrange. Je suppose, oui, que dans certains cas... Voilà. Et pour d'autres, non, parce que malheureusement, pour celles qui n'ont pas eu d'enfants, en fait, parfois, ça s'envole. Cependant, les statistiques sont en train d'évoluer et de changer parce que certaines femmes osent tout de même. Et vous avez des femmes qui finalement se décident à faire quand même un enfant et à se dire, c'est pas grave, on tente le coup. C'est-à-dire que certaines femmes, elles sont ménopausées artificiellement, c'est-à-dire elles arrêtent, temps, voilà. Elles ont une ménopause précoce. Tout à fait. Mais donc, quand elles essaient, c'est-à-dire qu'elles font. En fait, elles vont arrêter. En fait, pendant un moment, en fait, elles vont arrêter le traitement. Donc, il y aura un suivi, bien sûr. Elles vont avoir un suivi. Elles vont arrêter en fait le traitement et elles vont décider, de commun accord, bien sûr, avec le médecin référent. Donc oncologue, entre autres, de pouvoir en fait commencer ce processus de pouvoir avoir un enfant avec l'encadrement. Avec l'encadrement médical et psychologique qui va avec, parce qu'il peut y avoir des déceptions, tout simplement, qui peuvent créer des dépressions par la suite. Et donc, il faut pouvoir accompagner la personne pendant toute cette phase. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que juste avant la chimiothérapie, vous avez la possibilité de pouvoir en fait congeler en fait vos ovocytes. Donc ça, c'est une possibilité. Et donc du coup, vous avez des femmes du coup qui n'hésitent pas à pouvoir faire des traitements pour pouvoir enfanter par la suite. Donc elles peuvent faire une PMA ou c'est ça, c'est pas la PMA ou est-ce que c'est je veux bien les explications. alors elles peuvent elles vont en général là où en fait elles vont pouvoir en fait congeler en fait leur ovocyte. Donc à ce moment-là, avec ce même hôpital, donc du coup elles peuvent en fait pouvoir procréer et passer par une PMA. Par contre, il y a cette problématique en fait hormonale. Donc à ce moment-là, il n'y aura pas en fait d'injection en fait d'hormones. Donc ça va passer par un processus de PMA vraiment accompagné. Donc à ce moment-là, avec oui, parce que justement, se poser dédiée. la question, normalement, on fait des injections d'hormones pour Exactement, stimuler. pour pouvoir stimuler. Donc à ce moment-là, en fait, c'est avec l'hôpital en fait qui vont voir dédié là où elles ont fait leur dépôt d'ovocytes ou autre. Des fois, ça dépend en fait si elles sont retournées, mais la plupart du temps, elles retournent en fait elles retournent dans l'Hexagone pour pouvoir faire commencer en tout cas ce processus. La plupart du temps, en tout cas. D'accord. Alors, Élodie, les conséquences, on en a parlé déjà un petit peu sur l'intimité des femmes, l'endométriose. Je crois que au niveau de l'endométriose, ça rejoint à peu près ce que Karina a dit. C'est surtout la question du changement et de l'acceptation de ce changement. Déjà, comment on vit la maladie, toute la relation avec l'autre va dépendre de comment on vit la maladie soi-même. Comment on se l'approprie, comment on vit aussi les changements que cette maladie apportera. Ça peut être au niveau physique, parce que c'est aussi une maladie, comme pour les cancers
féminin. D'ailleurs, on parle d'endométriose comme le cancer qui ne tue pas, parce qu'il y a beaucoup de similitudes. Je pense par exemple au traitement, où à ce jour, les traitements seront des traitements hormonaux et aussi la ménopause artificielle. Donc, les mêmes symptômes, les bouffées de chaleur, la prise de poids, les sécheresses vaginales, dont on ne parle pas forcément, mais comment faire pour avoir des rapports quand soi-même, on ne se retrouve pas, en fait, finalement. Et puis, il y a aussi la question de la chirurgie. La chirurgie change le corps à l'intérieur. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais on sent bien qu'il y a un changement. Et puis, les chirurgies digestives, souvent, les femmes se retrouvent avec des stomies. Donc, c'est vraiment un nouveau corps. Est-ce qu'on peut expliquer? Les stomies, oui, j'ai l'habitude d'employer des termes et je n'explique pas comme si tout le monde pouvait comprendre. J'y travaille. Certaines femmes vont avoir une endométriose située au niveau des intestins. Et la seule solution, dans certains cas, c'est de couper cette partie d'intestin. Et donc, elles se retrouvent avec une poche sur le ventre pendant quelques mois. Donc, ça peut aller de 1 mois à 3 mois. Parfois, c'est plus long en fonction de la cicatrisation. Et donc, elles se retrouvent avec cette poche sur le ventre et leur selle à gérer. Voilà. Donc, avoir des rapports avec cette poche, ça sous-entend qu'il faut déjà accepter ce corps avec cette poche et puis que l'autre accepte aussi tout ça. Et c'est pas forcément évident. Donc, il y a ça. Il y a aussi la prise de poids ou la perte de poids en fonction de l'endométriose, parce que quand on a une lésion digestive, des lésions digestives, ça veut dire aussi que l'alimentation change, et donc voilà, on mange plus liquide. On doit manger sans résidus, donc c'est vraiment, moi je dis tout le jour, on apprend en fait, comment dire, on apprend à se connaître tout au long de sa vie, mais avec une maladie chronique, c'est vraiment toute la vie qui change. Du jour au lendemain, dès lors que le diagnostic est posé, plus rien n'est comme avant. Et forcément, dans les relations intimes, c'est aussi avoir la personne en face qui entend cela, qui l'accepte. Et malheureusement, comme pour les cancers au féminin, c'est pas évident pour certaines femmes, elles se retrouvent souvent seules. Parce que certains hommes ne peuvent pas comprendre cela. Je pense aussi à l'impact psychologique, puisque on parle de maladies hormonales, donc forcément les hormones impactent aussi sur le psychisme, et souvent les femmes qui ont l'endométriose peuvent avoir aussi des dépressions, des troubles dépressifs, et ça, les troubles de l'humeur, c'est pas évident d'expliquer qu'il y a un lien entre eux, parce que les hommes, eux, ils ne voient que la partie des règles douloureuses qui reviennent et dont on parle le plus, et en fait c'est difficile d'expliquer à un homme qui déjà n'a pas les mêmes organes, ne comprend pas ce que c'est que les règles normales, de lui expliquer que en fait l'endométriose c'est aussi ces troubles-là, ça peut aussi créer cela, que les traitements peuvent avoir un impact sur l'humeur, et que voilà, c'est en réalité tout ce qui ne se voit pas à l'œil. En fait, bien souvent, il faut expliquer que même la pilule a des impacts sur l'humeur. Même la pilule, oui, parce que c'est recommandé, que certains aimeraient bien que toutes les femmes utilisent, mais je veux dire... C'est ça, voilà. C'est ça. Alors, a fortiori, quand on a une maladie derrière, c'est encore plus compliqué. Et surtout que, c'est triste à dire, mais jusqu'ici, les seuls traitements médicaux, c'est soit la chirurgie, soit les hormones. Et donc, c'est pas forcément les meilleures solutions, puisqu'il y a forcément des répercussions. Et sur le couple, ça se voit et ça se comprend. Il y a aussi la question de la fertilité. J'allais y venir justement. C'est ça. L'enfantement quand on a de l'endométriose.
Donc l'endométriose est la première cause d'infertilité. Infertilité, ça ne veut pas dire stérilité. Ça veut dire qu'on a une difficulté à tomber enceinte. Sauf que pour la majorité des personnes, ne font pas forcément la différence entre infertilité et stérilité. Donc il y a un blocage qui se fait, qu'on revoit souvent, c'est que les femmes se disent si j'ai de l'endométriose, je ne pourrai pas avoir d'enfant. Et du coup, je parle de mon cas par exemple, où je me suis dit, c'est pas grave en fait. Elles abandonnent cette idée de pouvoir enfanter parce qu'elles se disent que c'est catégorique, ça va être un combat, et c'est vrai que c'est un combat c'est pas facile, la PMA quand on y rentre, mais voilà, ça ne représente que 30% des femmes, donc il y a des possibilités, et malheureusement il faut que tout le monde le sache. Il faut continuer la sensibilisation parce que il y a des hommes qui prennent la fuite aussi pour ces questions-là. C'est-à-dire qu'ils se disent, elle peut pas avoir d'enfant, donc non. Ça va être trop compliqué. Ça sera trop compliqué à gérer, et alors que non, en fait. Alors que c'est possible, mais c'est de l'accompagnement, c'est s'informer et accepter, en fait. Accepter que la maladie est comme ça, mais qu'il y a des possibilités. Alors, est-ce qu'on peut parler rapidement des parcours de soins en France, en Guadeloupe? Je ne sais pas si on peut le faire rapidement, mais enfin... Alors, les parcours de soins. Je commence Moi, je pense que ça peut être rapide. Ça peut être rapide, hein. Ça peut être rapide. Alors, pour l'endométriose, le parcours de soins, il est en construction. C'est le mot. Il se construit en fonction de, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, toutes les endométrioses sont différentes, donc il va se construire en fonction de l'endométriose, des besoins de la patiente. C'est vrai qu'à ce jour, clairement, il n'est pas défini. C'est un objectif à atteindre au niveau national, c'est l'un des projets. Mais il n'est pas défini. Tout part du médecin prescripteur, du médecin traitant, qui est en lien avec le gynécologue et les autres spécialistes en fonction de l'endométriose. Et après, toutes les autres thérapies non médicales, mais qui ont aussi leur importance, vont être mises en place. Mais honnêtement, à ce jour, tout part de la patiente. Et c'est pour ça que notre travail a son sens, en fait, retrouve son sens, parce que souvent, on pense que c'est que le médecin qui apporte les réponses et qui va accompagner la femme. Or, pour une endométriose, il n'y a pas que le médecin. Il y a tous les autres professionnels, je pense au kinésithérapeute, à la psychologue, à la sexologue. Enfin, voilà, je pourrais faire une liste, la naturopathe. Il y a vraiment une liste. Et l'enjeu est aussi au niveau de la santé publique, puisque à ce jour, l'endométriose n'est pas une maladie qui est reconnue comme une affection de longue durée. Donc, c'est aussi un parcours du combattant pour faire reconnaître ses droits au niveau des instances. Donc le parcours de soins, quand je dis qu'il est en construction, il est vraiment en construction, et ça part de la prise en charge, ne serait-ce que la prise en charge à 100% de l'endométriose. C'est-à-dire qu'à ce jour, elle peut être prise en charge, mais il faut qu'elle soit argumentée. Et là, c'est complètement, utiliser les bons mots pour ne pas froisser. Pour moi, ça n'a pas de sens parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, l'endométriose est une maladie qui se développe de façon complètement anarchique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une femme qui a une endométriose de stade 1 aujourd'hui, dans 3 mois, peut se retrouver avec une endométriose de stade 3. Et un mois, c'est le temps qu'il faut pour mettre en place toutes les démarches administratives pour avoir ce droit. Et au final, il peut être refusé parce que au moment où il a été demandé, la maladie... n'est plus d'actualité. Voilà. Et en fait, tout bloque
ne serait-ce que par ce point de départ. Donc ça, c'est quelque chose qui est en cours de travail au niveau national. Donc on espère et on croise les doigts que ça évolue. Et pour ce qui est du parcours de soins en Guadeloupe, d'autant plus, puisque à ce jour, nous n'avons pas de plateau technique pour prendre en charge chirurgicalement les femmes atteintes d'endométriose sévère. Donc ça veut dire que dans l'Hexagone. Elles sont obligées de partir, et partir, ce sont des coûts, mais c'est surtout une organisation. Ça veut dire qu'elles doivent quitter leur emploi ou se mettre en arrêt, quitter leur famille, et c'est très très compliqué. Donc le parcours de soins est en cours. Petit à petit, grâce aux actions de l'association, on arrive à mettre en place des choses qui fonctionnent pour les accompagner au mieux. Mais c'est vrai que la plus grande difficulté, c'est que chaque maladie a une prise en charge spécialisée et unique. Donc on ne peut pas. Vraiment la patiente. C'est elle qui saura vraiment. Et c'est pour ça qu'au niveau de Liquide Chocolat, on a à cœur de proposer un panel de professionnels et énormément d'ateliers sur différentes thématiques pour que chacune en fait ait vraiment la possibilité de voir ce qui fonctionne ou pas pour elle et décide en fait de ce parcours de soins. Là aujourd'hui, on est en 2021. J'espère que quand j'en parlerai dans quelques années, je ne dirai pas ça. Mais là, aujourd'hui, c'est vraiment la patiente qui définit son parcours de soins en fonction des informations qu'elle a. Et voilà, c'est vraiment la réalité du terrain. Donc, c'est vraiment la réalité du terrain à ce jour. Tout se fait en fonction de la patiente. Alors, certains médecins accompagnent très bien les femmes et donc ouvrent sur d'autres professionnels et sur d'autres soins. Et heureusement, puisqu'il n'y a que comme ça qu'on arrive à trouver un équilibre. En même temps, ce sont les spécialistes aussi qui peut-être, en s'investissant plus aussi sur la question, peut-être vont permettre que ce soit une question de santé publique, parce que je pense qu'effectivement la patiente, elle va consulter par-ci par-là, mais que si les médecins, les spécialistes sont conscientisés sur la question, je sais qu'il y a plein de questions qui font débat. Certains spécialistes sont pour, d'autres contre, certains y croient, d'autres n'y croient pas. C'est aussi une question de croyance, il faut Il y a la question de croyance, mais après, je crois que, oui, c'est ça, c'est la médecine, il y a toujours du pour, du contre, enfin voilà. Mais une chose est sûre, c'est que l'endométriose, c'est une vraie maladie. Qu'en Guadeloupe, on arrive à faire des choses, je le vois très clairement depuis la création de l'association depuis 2018. On a fait de belles choses, notamment la campagne avec l'ARS, qui est une campagne de sensibilisation grand public. On a pu mettre en place un comité de pilotage endométriose en Guadeloupe et donc mettre en place cette campagne de sensibilisation où peut-être que vous avez vu cette image, cette affiche sur les voitures de l'ARS, elles sont floquées avec cette affiche pour pouvoir justement toucher un maximum de personnes et que ce mot soit moins tabou en fait. Donc clairement, si des instances publiques se mobilisent, c'est que la maladie, elle existe. Donc ceux qui disent que c'est plus d'actualité. On sait que certaines pathologies, ça me fait penser à la drépanocytose, c'est toujours encore à ce jour un parcours du combattant, même quand c'est reconnu par des instances médicales ici. Quand on va dans l'Hexagone, on ne trouve pas toujours réponse quand on souffre d'une pathologie qu'on considère ethnicisée, même si on dit qu'en France, on ne parle pas de questions ethniques. Alors, le parcours de soins pour le cancer, ou les cancers au féminin. Alors, concernant les cancers au féminin, donc concernant les parcours de soins, alors je te rejoins beaucoup là-dessus. Alors vous avez beaucoup de femmes qui ont peur en fait aujourd'hui du système de santé, de notre système médical sur le territoire, et donc qui préfèrent partir, qui préfèrent être prises en charge sur l'Hexagone pour pouvoir avoir une meilleure prise en charge. Après, vous en avez d'autres en tout cas qui restent.
et qui vous disent qu'elles ont été bien prises en charge en fait sur le territoire et qu'elles n'ont pas retrouvé vraiment de problématiques, ou en tout cas ce qui revient le plus souvent, c'est les problématiques administratives, que c'est un long parcours en fait administratif et qu'elles n'ont pas elles ont déjà à gérer tout le parcours de soins. Alors s'il faut encore gérer cette partie-là, ça devient en fait vraiment très 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 compliqué. Après, on a eu une problématique concernant en fait les radiothérapies. Alors ça, je tiens vraiment à mettre l'accent dessus, où vous avez en fait des femmes qui ont attendu entre 6 et 8 mois en fait avant de pouvoir profiter d'une radiothérapie. Alors il faut savoir que 6 à 8 mois, c'est déjà une perte de chance pour la personne atteinte de cancer. En général, c'est 3 à 4 semaines suivant la chimiothérapie. Parce qu'en général, les traitements, c'est ça, c'est 3 à 4 semaines en fait suivant la chimiothérapie. Ensuite, après, c'est 3 à 4 semaines suivant la radiothérapie pour les autres traitements. Et donc donc déjà avec la crise sanitaire, donc c'était passé en fait en non essentiel, tout ce qui était chirurgie, etc. Donc beaucoup de personnes se sont retrouvées avec des problématiques en fait avancées. Et par rapport à cela, et même certains donc d'ailleurs sont morts d'ailleurs tout simplement, il faut le dire. Voilà, ce sont des mots qui sont durs à entendre, mais c'est une réalité parce que le cancer est aussi, on pense à la mort, mais c'est vraiment ça. Mais aussi, heureusement en tout cas, il y en a beaucoup aujourd'hui en tout cas qui vivent et qui s'en sortent, tout à fait. On en est l'exemple d'ailleurs. Donc voilà. Mais en tout cas, concernant toute cette partie, et donc on a beaucoup de problématiques par rapport à cette partie radiothérapie, sachant qu'aujourd'hui, on pourrait... il manquerait en tout cas, au niveau du CHU, il pourrait faire beaucoup plus en fait de radiothérapie. Alors, d'après ce que j'ai compris, d'après certaines sources, en fait, ça serait qu'il manquerait en tout cas des équipes pour pouvoir, pour la partie prise en charge. Donc, on pourrait aller à beaucoup plus de radiothérapie sur les journées, en tout cas. Et aujourd'hui, ça ne se fait pas. Et jusqu'à aujourd'hui, vous avez toujours, en tout cas, des femmes qui attendent trop longtemps pour pouvoir faire leur radiothérapie. Ensuite, après, malheureusement, on constate quand même beaucoup d'inégalités. Bon, après, on sait, après, maintenant, le cancer, en fait, c'est très construit. Maintenant, voilà, le parcours de soins est très construit, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Mais maintenant, c'est concernant, en fait, toutes les inégalités qu'on peut avoir, nous, par rapport, en fait, par exemple, à l'Hexagone et toute la partie prise en charge. En termes de moyens, en tout cas. En termes de moyens. Et même regarder tout le combat, en fait, qu'on a dû faire pour pouvoir avoir un cyclotron. Et là, il nous en manquerait, il faudrait limite 2 parce que ça n'est pas suffisant, en fait, un seul. C'est vrai qu'on a un petit territoire, on voit souvent une petite île, mais une petite île qui a une grosse prévalence et qui aura... Et malheureusement, de plus en plus de cas. De plus en plus de cas. Et on l'entend, il y a de plus en plus de cas de cancer. Et avec la crise sanitaire, mine de rien, il y a eu des facteurs qui ont causé des développements en fait de cancer et de pathologies chroniques d'ailleurs. C'est déjà, on en parle régulièrement et des cas aussi on en voit déjà les effets. On en voit déjà complètement les effets. Donc après, en termes de parcours de soins, donc ça serait vraiment ça en fait que j'aurais en fait à faire remonter. Et qu'est-ce que je peux dire encore là-dessus? Mais en tout cas, c'est ce qui remonte en tout cas des différentes dames, en tout cas au sein de l'association et avec qui en tout cas on échange régulièrement. Donc, on arrive presque au terme de l'émission. On peut parler rapidement des actions. On a vu, pendant que vous parliez justement des parcours de soins, les visuels entre les endos... Les endo-rando, les endo-rando, l'exposition Blaise qui a été faite en partie avec Yvan Simadur et Anaïs Verspan. Est-ce qu'on peut parler un peu justement et peut-être conclure sur ça, sur votre militantisme, parce que finalement vos associations sont militantes, non seulement pour la mise en place d'un parcours de soins construit, mais aussi dans l'aspect soror, en fait, solidaire justement entre femmes. Donc, est-ce qu'on peut parler des actions rapidement, des ateliers que vous mettez en place?
Alors concernant en fait les différents ateliers qu'on met en place, donc on a eu l'exposition Bless qui a été une exposition itinérante où on a mis en avant 6 femmes et une 7e pour la partie micro-trottoir et faire changer le regard vraiment sur la maladie et soulever les tabous sur nos territoires. Rompre aussi l'isolement aussi de ces femmes en fait qui vivent la maladie parce que souvent en fait il y a souvent cette problématique en fait qui est en exergue et nous aussi on met en place aussi énormément en fait d'ateliers, donc ateliers sexothérapie, des ateliers de soins de support, donc ça va être des ateliers d'art thérapie, donc des ateliers créoles pour les femmes, ateliers créoles intuitifs, ateliers écriture intuitive, ateliers aussi on va faire aussi des sorties, des balades pour ces femmes. C'est vraiment voilà cette partie en fait pour qu'elles puissent se retrouver entre elles et vraiment créer en fait une cohésion en fait entre toutes ces femmes et que l'une et l'autre aussi puissent échanger, puissent discuter en fait sur les problématiques en fait de santé parce que souvent ce qui se passe c'est que souvent on ne sait pas en fait à qui parler, on ne sait pas vers qui se tourner et il y a souvent une confiance qui s'installe quand on trouve en face de soi une personne en fait qui a vécu en fait la problématique et qui peut en parler. Donc autour de cela on met en place aussi des projets avec les instances comme par exemple l'année dernière où on a mis en place une campagne de sensibilisation avec la direction de la prévention des risques et des RPPS et la Ligue contre le cancer. Donc du coup en fait où on a sensibilisé à l'autopalpation et justement à l'autopalpation et aussi à on a sensibilisé en fait à l'autopalpation et à c'est pas grave. Et à la sensibilisation précoce du cancer du sein. D'accord, merci. En tout cas, on peut retrouver les informations sur Amazon. Alors en tout cas, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram, sur LinkedIn. Vous pouvez aussi nous contacter par téléphone au 06 90 31 01 02. Donc on est à l'écoute. Tous les jours, vous avez quelqu'un en fait qui est là en fait à l'écoute et qui va pouvoir renseigner et informer sur la maladie entre autres et aussi par exemple le réseau de kinés aussi qu'on met en place. Et aussi, je tiens à dire super important qu'on recherche en fait des kinés qui voudraient parce qu'on met en place là une formation en novembre, donc du 15 au 17 novembre et on a besoin vraiment de tous les kinés de Guadeloupe et qui puissent vraiment faire cette formation pour pouvoir améliorer en tout cas la prise en charge des femmes qui ont subi en tout cas un cancer du sein. D'accord, c'est noté, on fera passer le mot. Alors, Liquide Chocolat. Alors, Liquide Chocolat, dans le même esprit finalement d'Amazon, on met effectivement des actions de sensibilisation. Et ce qu'on aime faire, c'est toucher le grand public, soit par l'art, soit par le sport. Donc, la dernière action en date, c'est l'Endo-Rando qu'on a mis en place depuis maintenant 3 mois. Et c'est une randonnée qu'on propose aux adhérentes, mais pas que. En fait, c'est une randonnée qui nous permet de se retrouver, de découvrir la Guadeloupe et puis de se faire du bien parce que le sport aide énormément pour l'endométriose. Donc voilà, c'est aussi ça. Et puis, nous mettons en place des ateliers sur différentes thématiques en partant toujours des besoins des femmes. Donc, on a un petit groupe entre nous, qui s'appelle Entre nous, et on discute pas mal des différentes thématiques, en fait, sur la maladie. Et en suivant, on propose des ateliers sur la nutrition anti-inflammatoire, sur la sexothérapie, sur la kinésithérapie, la sophrologie, enfin vraiment toutes les approches thérapeutiques possibles en fonction des professionnels qu'on rencontre. Et puis, Liquide Chocolat, c'est aussi de la sensibilisation par l'art. Donc, j'en parlais en début d'émission en off. La dernière action qu'on a pu mettre en place, c'est un clip vidéo avec l'artiste Jenny.
Donc, ce clip vidéo est disponible sur YouTube. Il s'intitule En déjambant nous. Et en fait, c'était une occasion pour nous, avec cet artiste, de parler de ces maux de femme, de l'endométriose, tout en apportant une certaine lumière, en fait. Parce que finalement, il y a de l'espoir. Il y a cet espoir aussi de se dire que finalement, la maladie, elle ne tue pas. Même si elle peut être très difficile et très invalidante, il y a cet espoir-là. Et profitons, en fait. Profitons de ce qui nous reste pour avancer et montrer aux jeunes, aux autres, à toutes les femmes, que c'est possible, en fait, d'avoir une vie même avec cette maladie. Voilà, donc ce clip-là, il a permis aussi aux femmes d'avoir ce moment d'échange, de partage, de cohésion, parce que c'est ce qu'on aime mettre en avant, tous ces moments de partage, de bonheur et d'amour, en fait, finalement, hein, c'est ça, Liquide Chocolat. C'est un partage d'amour. Donc, Liquide Chocolat est aussi disponible. Nous sommes disponibles sur les réseaux sociaux, plus actifs sur Instagram, mais nous sommes aussi sur Facebook. Et après, nous avons aussi notre numéro de téléphone, 06 90 421 425, où nous sommes disponibles pour échanger, accompagner, orienter les femmes si besoin. Voilà, ce sera le mot de la fin. Donc, Octobre Rose et l'endométriose, donc plusieurs pathologies donc, qui concernent les femmes, le féminin. On en tirera une leçon, alors on a envie de dire, messieurs, restez, soyez plus solidaires en fait de vos sœurs, de vos femmes, de vos épouses, de vos cousines, parce que beaucoup de femmes sont concernées en Guadeloupe et certainement beaucoup le seront encore. On remercie donc nos sponsors Amalgame Humanis pour le sponsoring de cette émission. La ligne Voix Arc-en-Ciel, la ligne Prévention Suicide, l'Escale pour le stylisme donc à Antillopole et moi Création. Et on vous dit à bientôt pour une autre problématique qui touche la Guadeloupe. Bonne soirée.